C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, le Burkina Faso, à l'instar du monde entier, célèbre ce 10 octobre la journée internationale de la jeune fille. Au plan national, c'est le plan Burkina International qui a pris le devant de la célébration. Et puis la vague des prix Nobel se poursuit. En littérature, Olga Tokarczuk remporte le prix 2018 et Peter Hanke celui de 2019. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est nominé pour le prix Nobel de la paix 2019. Une fois de plus, bonsoir chez vous. Merci de nous recevoir. Aujourd'hui, 10 octobre 2019, est célébrée la journée internationale de la jeune fille placée sous le thème « Avec elle, encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles ». C'est accompagné par Plan Burkina International que les jeunes filles leaders engagées pour un avenir meilleur et épanoui célèbrent vivement cette journée internationale à Ouagadougou au travers de plusieurs prestations d'artistes, danse et sketch. Samuel Wangré et Fabienne Sawadogo nous en disent plus. La jeune fille rencontre énormément de difficultés liées au respect de ses droits. Elle est confrontée à plusieurs discriminations dans la société qui la rendent vulnérable et exclue. C'est pour donc lutter contre toutes ces inégalités auxquelles elle fait face qu'une journée internationale dédiée en sa faveur a été mise en place le 11 octobre 2012 dernier par les Nations Unies et commémorée chaque année. À cet effet, les jeunes filles leaders engagées pour un avenir meilleur et épanoui GFLAM, en collaboration avec Plan International Burkina, tient en ce jour 10 octobre 2019 au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané, la journée internationale de la jeune fille sous 3 thèmes principaux. Les grossesses précoces en milieu scolaire, la gestion des menstrues en milieu scolaire et l'image de la femme dans les médias. Pour encore une fois montrer les défis auxquels sont confrontées la jeune fille et que la lutte doit continuer afin que celle-ci puisse effectivement s'épanouir dans tous ses domaines d'activité. Quant aux représentants résidents de Plan International, cette journée mise à part pour la jeune fille au niveau international est à saluer car elle répond favorablement à leurs attentes qui se résument à promouvoir les droits de la jeune fille. Et nous, au niveau de Plan, nous saisissons l'opportunité de cette journée pour marquer tout le travail que nous faisons avec tous les autres partenaires, avec les jeunes filles et les jeunes garçons pour l'épanouissement de la jeune fille. Vous savez, si on veut changer la société, il faut commencer par la jeune fille, parce que c'est de là que ça commence. Et puis, une fois qu'elle est en maîtrise de son destin, c'est toute la nation qui a la maîtrise de son destin. Donc, au niveau de Plan, nous sommes vraiment satisfaits aujourd'hui d'être ici rassemblés avec les jeunes, avec les représentants des membres du gouvernement qui sont ici pour célébrer cette journée et pour passer des messages. Vous avez vu des messages que les jeunes ont passés ici. Grossesse précoce, non. Oui aux enfants à l'école. Oui, les parents doivent faire pour que les enfants soient à l'école. Le gouvernement doit mettre en place des infrastructures pour que les enfants soient à l'école. Vous avez vu tous ces messages. Les messages, la gestion des menstrues à l'école, c'est tout un problème. Parce que ça empêche aux enfants, aux jeunes filles de rester à l'école. Donc tous ces messages sur lesquels beaucoup d'acteurs travaillent sont passés ici. Et je suis vraiment très satisfait de cette journée. Présidé par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Edwige Sankara n'a pas manqué de relever les problèmes liés à la gente féminine et encourage donc les différentes structures qui s'attellent pour l'épanouissement de la jeune fille à plus d'abnégation, tout en sollicitant l'aide d'autres partenaires afin d'éradiquer ensemble ce phénomène. La question du maintien de la jeune fille dans le cursus scolaire est un véritable défi pour nous aujourd'hui. Pourquoi cela? Parce que nous observons qu'il y a beaucoup d'entraves qui freinent l'éducation de la jeune fille. Donc cela est un premier défi. Et nous remarquons également que les jeunes filles ne sont pas très présentes dans les centres de formation professionnelle. Cela dû à plusieurs raisons.
bien entendu, si elles sont défavorisées au niveau du collège, il va de soi qu'au niveau des centres de formation professionnelle, elles ne sont pas assez représentatives. Donc, le thème de cette année vise à promouvoir les actions entrant dans le cadre vraiment de la qualification professionnelle de la jeune fille en vue de l'accès à un emploi décent. Il y a plusieurs stratégies qui sont mises en œuvre. Nous avons la stratégie nationale de promotion et de protection de la jeune fille qui a été adoptée en 2015. Et cette stratégie a plusieurs axes qui concernent des aspects de promotion des droits, des aspects relatifs à la lutte contre les grossesses et la promotion du bien-être et la santé de la reproduction, et également des actions visant à doter les jeunes filles et à les capaciter pour l'auto-emploi. À l'occasion de la journée dédiée à la jeune fille, plusieurs écoles ont répondu présentes à l'invitation de Plan International Burkina. Également, des prestations d'artistes chorégraphies ont été au cœur de cette célébration. En somme, les objectifs recherchés à travers cette journée est de galvaniser la jeune fille à une autonomisation dans sa société et à une participation active aux décisions lui concernant et aussi leur permettre de s'épanouir en prenant à cœur leur éducation. La défense de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a déposé une requête à la CPI dans laquelle elle revient sur les conditions qui ont présidé à la libération provisoire de son client en février dernier. Suivons ensemble. Les conditions qui ont présidé à la libération de Laurent Gbagbo le 1er février dernier à la suite de son acquittement en première instance le 15 janvier 2019 par la CPI sont arbitraires. C'est la substance de la requête déposée à la CPI par la défense de l'ancien président ivoirien. Elle est favorable à une révision des conditions de sa libération. Assignée à Bruxelles en ce moment, Laurent Gbagbo ne peut se rendre en Côte d'Ivoire. Dans sa requête de 22 pages, dont l'AFP a obtenu une copie, Maître Emmanuel Altit, conseil principal de Laurent Gbagbo, demande à la Chambre, et je cite, d'ordonner la mise en liberté immédiate et sans condition de Laurent Gbagbo et de dire qu'il peut être libre d'aller où il le souhaite, par exemple dans son propre pays. Laurent Gbagbo pourrait en effet, à la demande de responsables politiques du pays, être amené à participer à la campagne ou même être amené, par hypothèse, à poser sa propre candidature, écrit l'avocat. Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, a fait appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour des accusations de crimes contre l'humanité au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Je vous l'annonçais en titre pour ces nombreuses actions menées dans la réconciliation avec l'Érythrée en 2018 et pour avoir mis fin à l'état d'urgence, libéré des prisonniers politiques. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est nominé au prix Nobel de la paix 2019. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, nominé au prix Nobel de la paix 2019. Le favori des bookmakers est notamment reconnu pour ses nombreuses actions menées dans la réconciliation avec l'Érythrée en 2018. Je serais heureuse si le docteur Abiy remporte le prix Nobel de la paix et je crois qu'il le mérite. S'il gagne, ça l'encouragera à faire beaucoup mieux à l'avenir pour l'Éthiopie. Abiy Ahmed a entre autres mis fin à l'état d'urgence, libéré des prisonniers politiques, obtenu du Parlement la levée de l'interdiction des groupes d'opposition et s'est engagé à faciliter les investissements étrangers dans les secteurs clés de l'économie. Grâce à ces changements radicaux, l'homme de 43 ans est devenu très populaire auprès des jeunes. Il a libéré des gens qui ont été oubliés dans les prisons pendant des siècles, absolument oubliés. C'est un acte majeur pour tout bon Éthiopien. Je suis un Éthiopien né et élevé ici, mais je n'ai jamais vu un dirigeant comme lui dans notre pays de toute ma vie. C'est une personne positive et j'espère qu'il aura beaucoup d'adeptes qui amèneront notre pays à une meilleure position. Abiy Ahmed a pris ses fonctions de Premier ministre en avril 2018. Et depuis, il pousse l'Éthiopie vers de nouvelles libertés démocratiques et tente d'ouvrir le pays au monde extérieur après des décennies d'isolement obsédé par la sécurité.
Voilà, l'Académie suédoise a décerné son prestigieux prix de littérature 2018 à l'écrivaine polonaise Olga Tokarczuk et celui de l'année 2019 à l'écrivain autrichien Peter Handke. Ce n'est pas un, mais 2 prix Nobel de littérature qui ont été décernés cette année par l'Académie suédoise. La raison, une affaire d'accusation d'agression sexuelle à l'encontre du mari de l'une des académiciennes. L'institution avait préféré reporter le Nobel 2018 à l'année suivante. Le prix Nobel de littérature 2018 est décerné à l'écrivaine polonaise Olga Tokarczuk pour son imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, représente le dépassement des frontières comme forme de vie. Le prix Nobel de littérature 2019 est décerné à l'auteur autrichien Peter Handke pour un ouvrage influent qui, grâce à son ingéniosité linguistique, a exploré la périphérie et la spécificité de l'expérience humaine. Olga Tokarczuk, écrivain engagé à gauche, très critique à l'égard du gouvernement conservateur polonais, devient la 15e femme à recevoir ce prix. Le second lauréat, l'Autrichien Peter Handke, est l'auteur de plus de 80 ouvrages. Il s'était prononcé contre l'attribution du Nobel de littérature, appelant même à supprimer ce prix, qu'il viendra pourtant récupérer en Suède. Chaque lauréat recevra une médaille et un diplôme des mains du roi suédois, et la somme de 830 000 €. Un mot de climat avant de refermer cette édition. Le changement climatique rend les eaux de l'océan Arctique plus accessibles aux navires, d'où la perspective controversée d'une pêche imminente à grande échelle dans l'avenir. À cet effet, l'Union européenne a fait front commun avec un ensemble de pays pour protéger cet océan. Suivons cela dans ce focus. Le Groenland se réchauffe. Et l'une des conséquences de ce phénomène, ce sont des périodes de pêche plus longues. Entre les icebergs d'Ilulissat, c'est la ruée vers l'or. Des bateaux équipés de technologies modernes prélèvent des centaines de kilos de poissons chaque jour. La pêche est trop importante par ici. C'est devenu tellement rentable que tous les gros poissons ont été pêchés. On ne prend plus que les petits maintenant. Pour être plus proches de leurs clients, de nombreux pêcheurs ont rejoint les villes. Okaatsut, village inuit sur la côte ouest, compte aujourd'hui moins de 30 habitants. Les chiens de traîneau qui servaient pour la chasse et la pêche sur glace se font plus rares. Avec ces températures plus élevées, les bateaux sont devenus plus utiles que les chiens. Avant, on utilisait le traîneau à partir du mois d'octobre. Maintenant, il n'y a plus assez de glace. On se sert uniquement des bateaux tout au long de l'année. À mesure que l'océan se réchauffe, de nouvelles espèces de poissons ont migré au large des côtes du Groenland, comme le maquereau, le hareng, le thon rouge de l'Atlantique et la morue. Mais elles ne sont pas au goût de tous. Certains pêcheurs regrettent que leur prise la plus rentable, le flétan, soit désormais plus difficile à trouver pendant les mois les plus chauds. Le flétan aime les eaux froides. Alors, comme ici, les étés sont de plus en plus chauds et de plus en plus longs. Il s'en va pour rester dans des eaux froides. Profitant de la fonte des glaces et de l'évolution des stocks de poissons, des flottes commerciales pourraient à terme venir pêcher dans les eaux internationales non protégées autour du pôle Nord. Mais une pêche non réglementée pourrait détruire l'écosystème de cet océan arctique central, d'une étendue comparable à la Méditerranée, pour lesquelles les études scientifiques manquent et où les stocks de poissons pourraient s'avérer trop faibles et trop importants pour la survie d'autres espèces. Pour éliminer cette menace imminente, l'Union européenne a réuni les grands pays de la région ici à Ilulissat pour qu'ils s'engagent à interdire toute pêche commerciale en haute mer dans l'océan Arctique central pendant au moins 16 ans. Cet accord international fort a été signé par l'Union européenne, le Canada, la Chine, le Danemark, agissant au nom du Groenland et des îles Féroé, l'Islande, le Japon, la Corée du Sud, la Norvège, la Russie et les États-Unis, des pays qui ensemble représentent environ 3/4 du PIB mondial.
En vertu de cet accord juridiquement contraignant, l'océan Arctique central restera interdit à la pêche, au moins jusqu'à ce que les scientifiques établissent qu'on peut la pratiquer sur place de manière durable. Au sein de l'Université arctique de Norvège à Tromsø, le professeur Tore Henriksen dirige le Centre norvégien du droit des océans. Cet accord s'inscrit dans une approche préventive qui consiste à dire que quand on dispose de très peu d'informations, il faut prendre des précautions en réglementant ou adaptant la réglementation en fonction des informations qu'on a. Avant, on commençait à pêcher et après, on réglementait. Et à ce moment-là, il arrivait que ce soit trop tard. L'avenir de cette interdiction dépendra des découvertes de ces chercheurs qui s'apprêtent à embarquer pour l'expédition Mosaïque. Pendant 1 an, leur bateau dérivera près du pôle Nord en étant pris par la glace. Habituellement, quand le brise-glace se ferait un passage dans la glace, on ne peut pas obtenir de bonnes données acoustiques parce qu'il fait trop de bruit en avançant. Cette fois, nous allons avoir une année complète de données acoustiques, c'est le rêve. L'équipe de cette professeure d'écologie marine, qui bénéficie du soutien de l'Union européenne, utilisera un sonar, réalisera des vidéos grâce à une caméra spécifique et prélèvera des échantillons ADN dans l'environnement. Elle sera aussi la première à attraper des poissons dans l'océan Arctique central. Nous aurons la possibilité d'analyser leur estomac, leurs isotopes stables, leurs acides gras, ce qui nous renseignera sur l'état de santé des poissons, sur la région d'où ils viennent, puisque les poissons migrent. Donc nous aurons de nombreuses informations, rien qu'en ayant un poisson dans nos mains. Les travaux de cette expédition et d'autres qui suivront nous diront si une pêche durable est possible dans l'océan Arctique central ou si ses profondeurs devront rester intactes pour les prochaines décennies. Vivement un retour à la normale pour nos différents climats. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter excellente suite de programme sur Canal 24. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.